Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette conférence sur la réforme du courtage. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Bernard Valade, j'ai été pendant 10 ans président de la FIB et j'ai participé aux premiers travaux sur cette réforme du courtage. Je vais vous présenter les intervenants. Madame la députée Valéria Fourmontian, députée LREM de la 3e circonscription de la loi, si je me souviens bien, et membre de la commission des finances. Après, la députée, pour la STPR, Madame Flore Gabriel et Madame Sophie Béranger-Lachamp. Vous verrez que la STPR a son mot à dire largement. Monsieur Lionel Corr de la Direction Générale du Trésor, directeur de l'assurance, mais qui s'est aussi beaucoup occupé du crédit. Et Madame Daisy Fakiliti, ici présente, secrétaire générale de l'ORIAS, qui nous parlera à la fin du compte des courtiers en fonction de leur catégorie. Dans cette réforme du courtage, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le pourquoi, le comment et le quand. C'est surtout ça qui est important. Donc pourquoi il y a une réforme du courtage? Eh bien c'est là où je vais commencer à laisser la parole à Madame la députée. Je vais bien prendre la parole sur ce sujet-là. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de participer à cette table ronde qui nous permettra effectivement d'expliciter un petit peu cette réforme, parfois vue comme complexe, mais qui était absolument nécessaire. Alors, contrairement au fait que j'étais la porteuse de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, je ne suis pas à l'origine du texte et je ne veux pas, comment dirais-je, prendre la maternité de quelque chose que je n'ai pas inventé. Par contre, j'ai absolument tenu à ce que cette réforme voie le jour. C'est une réflexion qui a été menée pour le coup côté Trésor, avec l'ensemble de la profession au moment de la transposition de la réforme BDA, où il était apparemment évident qu'il manquait des éléments d'organisation pour permettre justement à l'ensemble des courtiers présents sur le marché, qu'il s'agisse des courtiers en assurance, en crédit, de cellules qui leur permettraient de mieux digérer l'ensemble des réglementations qui commençaient à devenir assez complexes à mettre en œuvre quand on est courtier, isolé, ou même si on n'était pas isolé, et surtout que les associations professionnelles existantes ne comptabilisaient pas forcément l'ensemble des professionnels. Et malgré le fait que l'inscription à ORIAS soit obligatoire, on a encore du mal à comptabiliser les professionnels et visualiser les familles auxquelles elles peuvent appartenir. Lors des auditions, une fois que j'ai repris le texte parce qu'il a été censuré comme cavalier législatif dans la loi Pacte, j'ai pu entendre de nombreux d'entre vous dire que la profession des courtiers en crédit était encore moins bien organisée que celle des courtiers en assurance, du fait qu'il manquait quand même des organisations professionnelles qui permettaient d'échanger et qui permettaient de simplifier l'accès à l'information en ce qui concerne la réglementation. Donc, comme je vous le disais, le texte est une réflexion de la profession et du Trésor. Il s'agit des députés ou des sénateurs avaient trouvé le texte important et intéressant et nécessaire, mais le Conseil constitutionnel l'ayant censuré, j'ai tenu à reprendre le texte à mon compte afin de pouvoir mener cette réforme jusqu'au bout parce qu'elle était vraiment nécessaire non seulement pour l'organisation des professionnels, mais aussi pour les consommateurs, parce qu'un professionnel mieux averti, c'est un client mieux protégé. La DG Trésor a pensé qu'effectivement, amener une réforme du courtage qui amènera l'intermédiaire d'opérationnalité au sein des documents à s'inscrire à une adhésion obligatoire, fait qu'il y aura forcément des informations nécessaires pour la protection du consommateur. Je vais donner la parole à M. Lionel Corr, sous-directeur assurance de la Direction Générale du Trésor, pour la suite de vie. Raconter un peu c'est réglé. Merci, Bernard. Bon, je vais pas faire la suite, je vais faire plutôt l'origine, puisque, comme l'a rappelé Madame la députée, on en est un petit peu à l'origine. On est à l'origine
cette réforme au Trésor, pas tout seul, parce que finalement, c'est surtout une réforme qui est née du terrain, qui est née des travaux, des discussions qu'on a menées avec les professionnels. L'occasion, ça a été effectivement la DDA, puisque ça a été côté assurance, une étape importante dans la réglementation qui nous a amené à faire ce constat finalement. On avait un sujet de structuration et d'accompagnement du secteur de l'assurance. Et de fil en aiguille, on est arrivé aussi par la discussion avec les professionnels du crédit à se dire qu'on avait un enjeu aussi d'harmonisation des règles et finalement de notre régulation très généralement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans DDA? On a négocié ça au niveau européen, on a dû transposer au niveau français. Et on s'est rendu compte avec les associations du secteur, lesquelles des associations du secteur du courtage, qu'ils nous disaient, oui, ces obligations, concrètement, nous, on va avoir du mal à les faire appliquer sur le terrain, notamment les obligations de 15 heures de formation, alors que le côté crédit, vous connaissez depuis un peu plus longtemps, les secteurs de MCD, en assurance, c'est nouveau, que ce soit dans la réglementation, les 15 heures de formation de DDA. Et en fait, en plus, on n'est pas complètement représentatif du secteur parce que les plus grosses faisaient quelques milliers d'adhérents, alors que sur le courtage d'assurance, on est sur plusieurs dizaines de milliers de professionnels. Tout à l'heure, Daisy Polorias nous fera un point à date sur les populations concernées par toute la réforme. Et donc finalement, ces associations qui elles-mêmes négocient avec nous et discutent avec nous de la façon d'appliquer ces réglementations, qui encore une fois sont des réglementations d'une part européennes, donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, et en plus sur des préoccupations, on partage tous en protection du consommateur, on trouve DDA est plutôt une directive qui est plutôt saluée par les professionnels par son équilibre en la matière, pas des choses fondamentalement contestées, besoin de se former, que ce soit 7 heures de formation, que ce soit 15 heures de formation, des choses légitimes, donc il n'y a pas vraiment de sujets de fond, bien au contraire, et finalement un sujet d'opérationnalité. Comment on rend les choses opérationnelles, comment on accompagne les professionnels, sachant qu'on avait déjà, que ce soit côté crédit, que ce soit côté assurance, l'historique de réglementation qui ne sont pas complètement adaptés. Sur des salons comme celui-ci, sur lesquels on va régulièrement, ou des professionnels qu'on rencontre, qui nous disaient déjà c'est compliqué pour nous, ce que vous appelez la compliance dans le jargon, la mise en œuvre de cette réglementation-là. Nous, on n'est pas équipés, nous, on est tout seul, on est une petite équipe. Franchement, avoir quelqu'un qui est dédié à ça, c'est extrêmement compliqué. Et donc, on était confrontés finalement à cette idée qu'on a des réglementations qui sont légitimes, qui sont importantes sur le fond, mais finalement, on a une profession qui, parce qu'elle n'est justement pas peu organisée, que les professionnels se sont souvent un peu seuls et pas accompagnés, finalement, on avait un enjeu d'opérationnalité de tout ça et de mise en œuvre sur le terrain de ces réglementations. Et là, finalement, on avait deux grands types de choix. Trois grands types de choix. Et le premier choix, on se dit, tant pis. On verra bien ce qui se passe sur le terrain, et puis on espère qu'on va croiser les doigts, que finalement ça marche. Alors ça, le problème, c'est que pour nous, régulateurs, la méthode couée, c'est assez compliqué quand même, de se dire qu'on verra ce qu'on verra. Sachant qu'on avait déjà des choses qu'on voyait. Par exemple, la médiation, c'est une obligation proposée à ses clients depuis longtemps. Et moins de la moitié des professionnels on propose effectivement à leurs clients. C'est un problème. On avait déjà depuis des années des professionnels qui disaient oui, c'est pas normal, nous on fait tout ce qu'il faut, regardez à côté, au concurrent, il fait moins. Mais c'est la loi et c'est pas appliqué. Donc bon, on en était déjà que ça ne suffit pas simplement d'avoir des choses écrites dans la réglementation pour que, dans ma langue, progressivement, ça marche. Alors notre méthode, c'était d'envoyer la CPR partout pour aller soit par des sanctions ou simplement la peur du gendarme, faire en sorte que tout le monde commence à appliquer la réglementation. Alors ça pose au moins deux problèmes. Le problème, c'est que c'est quand même un volet un petit peu répressif, qui n'est pas forcément la meilleure façon de créer un élan et de finalement faire monter en puissance la profession. Enfin, c'est pas forcément en tout cas le premier moyen qu'on va utiliser. Et le deuxième, c'est la réalité d'un point de vue pratique. La CPR, c'est combien par an en moyenne, c'est moins d'une centaine, 80. Le pacte, la loi pacte, qui est passée au Parlement fin 2018, début 2019, où on avait pensé s'y rattacher. Le problème, c'est qu'on est arrivé en cours de route, le pacte était déjà au Parlement, et c'est tout le sujet des cavaliers, qu'est-ce qui est trop novateur, pas assez novateur par rapport à la loi pour passer, donc c'est pas passé dans le pacte. Mais c'était effectivement, comme l'a rappelé Madame la députée, les deux assemblées l'avaient voté dans les mêmes termes, en
plus, c'est quelque chose qui était aussi soutenu par le gouvernement, soutenu par la plupart des professionnels du secteur, et donc c'était un peu dommage d'en rester là. Et donc, voilà, ce sujet est revenu heureusement et avec notre soutien le plus total en début d'année 2020 au Parlement. Ça a été voté, et c'est désormais une réalité depuis avril dernier. Et ce sera une réalité pour vous les professionnels dans les mois qui viennent, lorsque nous-mêmes, et évidemment on va vous en parler dans un instant, nous aurons publié les textes d'application, quand les associations auront déposé des dossiers à la CPR qui aura agréé les premières associations, que les premières adhésions pourront avoir lieu donc, au début de l'année prochaine, pour une entrée en vigueur pleine et entière de la loi en avril 2022. Merci Lionel. Voilà, c'est clair, c'est ce que je voulais entendre. Avant de passer la parole à la CPR, on va effectivement nous détailler un peu le calendrier. Voilà, juste, il faut d'abord qu'il y ait des textes qui sont sortis. Oui, je vais vous donner la parole. Voilà, il y aura un calendrier, et c'est vrai que la CPR doit aussi, chaque association, doit contacter la CPR pour être agréée par la CPR pour ses contrôles. Juste ce que je voulais vous dire, c'est que on a pu se rendre compte à la FIB que malgré toutes les communications, tout ce qu'on pouvait faire, on s'est rendu compte que les gens ne savaient même pas qu'il fallait parler de la délégation. Leur site n'était pas légal. Avec la médiation, il y avait aussi plein de choses. Et malheureusement, quand notre trésor nous a dit qu'ils allaient mettre ça en place, on n'avait aucun argument pour dire ben non, on parle de ça, parce que les ouvriers sont tout à fait formés et ils sont tout à fait en état de protéger le consommateur. C'était faux. Voilà. Donc, je vais juste vous dire ça parce que sachez bien que les associations ont essayé de vous défendre. Alors, vous défendre, c'est aussi accepter ce qui va se passer parce que ça évitera de pleurer des correspondants avec la CPR, avec le contrôle à CPR. Voilà, je vous redonne la parole à Denis pour les textes. Il faut quand même qu'on sorte les textes, je vous dis un tout petit peu ce qu'il doit y avoir dedans, et vous dis un petit peu quel est le processus. La loi a été votée en avril, on a mené une concertation dans les mois qui ont suivi jusqu'à l'été, jusqu'au milieu de l'été en fait, sachant que c'est une concertation qui en vrai avait déjà commencé avant, puisqu'en fait dès 2019, quand on avait déjà un premier texte, alors que le texte était encore au Parlement, on avait déjà commencé à travailler avec les professionnels, avec la FIB, la PIC, voilà, les sociétés du secteur, et aussi côté assurance. C'est d'ailleurs cette première concertation qui nous avait amené à traiter en même temps le courtage en crédit et le courtage en assurance. Initialement, le sujet était venu par TDA, TDA Assurance, et puis tout de suite, ils se sont levés la main en disant bah oui, alors déjà que côté épargne, on avait eu ce sujet à l'époque d'une réglementation qui portait finalement sur une partie de l'activité professionnelle qui en fait a fait plusieurs réglementations. C'était compliqué. Là, pour le crédit, on risque de se retrouver en situation dans laquelle on va être on va avoir une régulation particulière sur la partie assurance emprunteur et pas finalement sur le cœur de notre métier, sur le crédit. Voilà. Et donc en fait on a été arrivé à faire le constat tous ensemble qu'il fallait mettre en cohérence pour simplifier la vie des gens. Parce que, in fine, encore une fois, c'est ça l'esprit. C'est pas rajouter une couche de réglementation, c'est au contraire créer un dispositif simple pour que la réglementation qui existe déjà, finalement, soit opérationnelle et simplifier la vie des professionnels pour, encore une fois, faire en sorte que les consommateurs soient bien protégés. Voilà, c'est ça qui anime finalement l'esprit de la loi, c'est ça qui anime l'esprit de ce que nous avons en tout cas écrit dans les textes à l'issue de cette concertation. Aujourd'hui, juste en termes de timing, ce qui se passe, c'est que nous avons consulté les comités consultatifs du secteur qui travaillent avec nous. L'idée, c'est que le Conseil d'État sortira, c'est son calendrier à lui. On peut espérer que ce soit horizon de la fin du mois d'octobre, et donc des textes qui sortiront ensuite dans la foulée, donc soit fin octobre, soit début novembre, vraisemblablement. Voilà. Donc, ce qui démarrera les délais pour l'agrément ACPR. Alors, en termes de contenu, sans rentrer dans le détail, deux grands principes.
Ce qu'on voulait, c'est que le texte, et c'est que le dispositif repose sur la confiance, qu'il soit le plus léger possible, tout en étant efficace. Donc confiance, en fait, ce sera du déclaratif pour les associations, pour les professionnels chaque année sur les exigences que va vérifier l'association, qui sont globalement, ce que je disais, c'est le kit de base, c'est la FC Pro, c'est les 15 ans de formation, c'est la garantie financière, c'est le service de médiation, typiquement, c'est essentiellement ça. Et puis, un dispositif sur lequel il y a une vérification une fois de temps en temps quand même, parce qu'on sait bien que le déclaratif jamais vérifié, en pratique, ça marche pas très bien. Et donc, on a choisi un délai de 5 ans pour globalement que les choses soient vérifiées avec l'association, avec le professionnel, pour vérifier si globalement, effectivement, ce qu'il déclare, ça correspond à peu près bien à son activité. Et le cas échéant, si c'est pas le cas, en fait, l'accompagner pour que il y remédie, que si il s'est formé dans un dispositif qui n'est pas du tout sur des choses qui ne sont pas du tout liées à son activité, il repositionne, que si CRC Pro ne correspond pas à son activité, pareil, il fasse évoluer les choses en la matière. Voilà. Donc simplicité, confiance, légèreté du dispositif pour que ce soit le plus opérationnel possible. Voilà. Donc c'est ça qu'on est en train de faire et la prochaine étape, ce sera le dépôt des dossiers d'agrément par les porteurs de projets d'association auprès de la CPR. Merci Lionel, c'est très clair. Je vais repasser la parole à notre députée pour qu'elle nous dise vraiment ce que contient le texte et les relations qu'il y aura aussi avec la CPR et l'ORIAS. Alors, on a démarré un peu sur les chapeaux de roue en disant comment, mais on n'a pas vraiment dit quoi. Et donc, je ne sais pas, même si M. Corr est rentré dans le détail du texte du décret, la volonté du parlementaire, c'était de créer une association à adhésion obligatoire pour l'ensemble des intermédiaires. Donc, plusieurs associations pourront être créées, certainement par filière, par profession, mais ce qui est important, c'est qu'elles soient représentatives. Et donc, ces associations à adhésion obligatoire permettront d'accompagner les professionnels et vérifier de manière déclarative, comme vient de le souligner M. Corr, de manière déclarative l'ensemble des obligations. Pourquoi on avait fait ça? C'est parce que, comme je le disais initialement, entre l'ORIAS qui vérifie les droits d'accès à la profession et la CPR qui vérifie la qualité de souscription et qui peut en faire dans les 80 contrôles par an, il manquait un maillon qui permettait de digérer la réglementation. Donc, respecter un certain nombre de règles qui sont déjà fixées par la loi, que ce soit des textes européens ou des textes franco-français, sur les obligations de formation du professionnel, mais aussi de ses salariés, sur l'adéquation d'un certain nombre de choses, et notamment des formations et l'adhésion à la médiation. Il y a la RC professionnelle qui doit être aussi en adéquation avec les besoins de la profession et ainsi de suite. Donc tout cela permettra d'avoir une concurrence saine et loyale sur le marché parce que tous les professionnels seront dans l'obligation d'appliquer la réglementation en cours et ce sera vérifié par l'association. Et pour que ce soit vraiment réellement appliqué et applicable, on a, dans le texte de loi, fait une coordination avec l'adhésion à ORIAS. Et le choix, ce qui nous a beaucoup fait rire, de la date de la mise en application. Pourquoi au mois d'avril 2022? C'est parce que ORIAS démarre, si je ne m'abuse, les renouvellements vers le mois de décembre, et ça dure jusqu'au mois de février normalement, avec des rattrapages en mars et en avril. Et donc, je m'étais dit avec mes collègues parlementaires que ceux qui sont là encore en avril, alors que les renouvellements ont commencé en décembre, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés sur leur réglementation. Et donc, du coup, les nouveaux professionnels et ceux qui n'ont pas réussi à se faire renouveler avant le mois d'avril vont directement devoir adhérer à une association professionnelle à adhésion obligatoire pour pouvoir renouveler leur déclaration à ORIAS. Et les professionnels qui ont fait leur renouvellement pour 2022 en temps utile auront toute l'année 2022 jusqu'au nouveau renouvellement pour pouvoir adhérer à une association professionnelle.
Le but, c'est pas de faire échapper aux bons professionnels à l'adhésion, c'est que vous êtes extrêmement nombreux et donc pour éviter les embouteillages et du boulot à ne plus savoir quoi en faire à Auréas en un temps très restreint, on a fait glisser ça sur une année entière. Et maintenant, je vous laisse poursuivre. Merci Madame la députée. Là, maintenant, on va forcément passer la parole aux gens qui vont contrôler tout ça. Alors, ça, on verra tout à l'heure. Voilà, il y a un calendrier prévisionnel. Donc, on vient d'en parler et on va parler de l'agrément des associations par la SCPR. Et donc, je vais passer la parole à Madame Fleur Gabriel, c'est vous en premier. Et puis ensuite, je vous laisse la parole tous les deux. Bonjour à tous. Alors, si je peux me permettre aussi également une petite introduction de notre côté, je pense que c'est important également de porter le message, un message similaire, ne serait-ce que parce que c'est un message qui est porté par le gendarme. Donc, c'est vrai que l'obligation d'adhésion à une association professionnelle, c'est vraiment un outil qui permet à la profession du courtage, qui est très nombreuse, de se structurer pour répondre aux exigences réglementaires, qu'elles soient anciennes ou plus nouvelles. Et donc améliorer, on est vraiment dans l'objectif d'améliorer collectivement la montée en compétences du secteur, dans l'optique de permettre d'offrir aux consommateurs un service de qualité, puisque c'est, en tout cas du côté de la CPR, notre mission. Donc de notre côté, on voit donc les associations comme des partenaires naturels des professionnels. Et donc, ces associations ont un rôle majeur et de premier rang à jouer dans ce dispositif. Donc, de manière très simple, ces associations, donc elles se verront confier des missions en matière de médiation, ce qui a déjà été dit, de formation continue et des missions donc, complémentaires à celles de l'ORIAS qui permettent la vérification donc, sur une base régulière de certaines conditions d'accès essentielles pour la protection de la clientèle, donc que ce soit la capacité professionnelle, la RC Pro, il y a aussi des enjeux de protection des fonds de la clientèle, même si en termes de l'OBSP, c'est peut-être moins prégnant. Et donc, plus globalement aussi, donc un véritable accompagnement sur le terrain des membres sur ces sujets, y compris sur tout ce qui est accès à la profession, et afin de permettre en fait une appréhension qui est indispensable des enjeux sous-jacents pour permettre de bien respecter la réglementation. Donc là-dedans, comment la CPR aussi ça intervient. L'objectif, c'est vraiment de favoriser un dialogue permanent et réciproque entre la CPR et les associations professionnelles qui vont être agréées dans un premier temps par la CPR, donc afin que ces dernières puissent mener à bien cette mission d'accompagnement et rendre le dispositif vraiment le plus effectif possible. Donc les associations, elles œuvreront en lien avec les intermédiaires pour proposer une offre de service d'une part, et aussi donc, pour les accompagner dans l'amélioration des pratiques et l'appréhension de la réglementation. C'est vraiment, ça va être un leitmotiv dans mon discours, un peu cet enjeu de bien appréhender les règles qui régissent le secteur. Sur les nouveaux services, donc il y a d'une part les associations qui proposeront un guide de la CAPA Pro et de la formation avec des offres de formation pertinentes au regard des niveaux de CAPA Pro des membres et des personnels, donc de la nature des produits distribués et des modes de distribution, donc ce petit premier aspect. Il y a le deuxième aspect qui a été déjà fortement présenté sur le service de médiation, donc avec la mise en place d'un service de médiation, avec un médiateur qui peut être externe à l'association. Je précise bien, il y a un double aspect, il y a le fait qu'il y a un médiateur et puis aussi le fait de rendre ce dispositif opérationnel pour que les membres soient en mesure de proposer vraiment ce service aux clients. Donc ça, c'est l'aspect service, si je peux appeler des choses comme ça. Et puis l'aspect information, accompagnement des membres. Donc je ne veux pas... On a beaucoup parlé des missions de vérification. Donc il y a, je répète, il y a un réel accompagnement donc avec ces missions de vérification et de compréhension des conditions d'accès à la profession. Et c'est un accompagnement qui est à la fois individuel, parce qu'il y aura des échanges justement au moment de ces vérifications avec chacun des membres. Mais il y a aussi, ça va être un lieu d'échange et un lieu sur ces sujets-là, et même plus largement
d'échange collectif, parce que d'une manière générale, la manière dont on appréhende les choses, c'est que dans ces missions d'accompagnement, il y a une information qui va monter, qui va descendre, que ce soit justement sur les différentes évolutions réglementaires, pour améliorer la mise en œuvre. Il y a des textes, il y a, y compris au niveau d'ACPR, ça peut nous arriver de publier des recommandations. Donc il y a ce relais, le relais sur ces points-là. Et puis également, aussi pour structurer un certain nombre d'échanges, et de ces échanges pourront émerger un certain nombre de bonnes pratiques sur un certain nombre de sujets pour la fourniture de conseils, des pratiques de vente et la prévention des conflits d'intérêts. Donc ça, c'est cette structuration. Et puis il y a aussi tous les mécanismes d'alerte. Il faut avoir en tête, ça permettra de remonter, certaines remontées aussi du terrain. C'est des choses dont on est demandeur également de notre côté pour remonter au niveau de la CPR, pour voir aussi comment appréhender ces choses-là. Donc voilà, c'était un peu un discours général, mais ça me semblait important de planter ce décor-là et de vous présenter au niveau de la CPR comment on voyait les choses. Donc maintenant, peut-être Sophie va vous présenter concrètement un certain nombre de points sur la réforme. Merci. Bonjour à tous. Alors concrètement, quels seront les professionnels concernés? Alors pour les intermédiaires en crédit, ce seront en fait les courtiers en opérations de banque et services de paiement et leurs mandataires. Ne seront pas concernés en revanche les mandataires d'établissements de crédit. Mais on peut imaginer qu'un professionnel qui soit à la fois mandataire et courtier, dans ce cas, il devra adhérer à une association professionnelle pour la partie courtier. Alors, l'obligation d'adhérer à une association professionnelle, comme ça a été dit, entre en vigueur au 1er avril 2022, mais ne seront concernés à cette date que les intermédiaires qui s'immatriculeront pour la première fois à l'ORIAS, c'est-à-dire ceux qui débutent une activité de courtier en opération de banque ou de mandataire en opération de banque. Les autres devront, ceux qui ont déjà leur activité, devront en fait adhérer à une association pour le renouvellement de leur immatriculation à l'ORIAS, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2023, tous les intermédiaires tous les professionnels concernés devront avoir adhéré à une association professionnelle. La liste des associations professionnelles agréées sera publiée par la CPR à partir du moment où toutes les associations seront agréées, c'est-à-dire avant le 1er avril 2022. Il y aura une liste qui sera disponible, j'imagine, aussi auprès de l'ORIAS. Alors ça, c'est pour l'aspect obligation d'adhésion. Quant au choix de l'association, l'intermédiaire aura le choix de l'association professionnelle représentative de sa profession ou de son activité. Sous réserve bien sûr que sa demande d'adhésion soit acceptée par l'association qui dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer. Il sera libre aussi, bien évidemment, de changer d'association et pour cela, il devra retrouver une nouvelle association dans un délai de 3 mois. Enfin, un intermédiaire, on peut imaginer qu'un intermédiaire adhère à plusieurs associations, par exemple s'il cumule un statut de courtier pour le crédit immobilier et également mandataire, c'est un exemple pour le regroupement de crédit. On peut imaginer par exemple que son mandant souhaite regrouper ses mandataires dans une association et que lui-même en tant que courtier adhère à une autre association. Donc la possibilité d'adhérer à plusieurs associations est possible, ce ne sera sans doute pas le cas général, mais voilà, en fonction du statut et de la nature de l'activité. Alors, l'impact pour les professionnels eux-mêmes de ce nouveau dispositif. Alors, au-delà des services proposés par les associations, que Flore a détaillé, les intermédiaires auront à fournir à l'association un certain nombre d'informations chaque année sur une base déclarative, à la fois des données d'activité et également des données déclaratives sur les conditions d'accès à la profession et sur la formation continue. Alors, ces données sont listées dans le décret, notamment sur l'honorabilité des salariés, la capacité professionnelle. Par exemple, pour la capacité professionnelle,
L'intermédiaire devra communiquer annuellement à l'association la liste actualisée et nominative du personnel concerné par les exigences d'honorabilité et par l'obligation de capacité professionnelle. Il devra attester que son personnel répond bien aux exigences d'honorabilité et préciser pour chaque personne, pour chaque personnel concerné, le poste occupé, le niveau de capacité requis pour le poste et les conditions d'obtention de ce niveau de capacité. Par ailleurs, il devra tenir à disposition de l'association les justificatifs, bien entendu, de ces déclarations pour le cas où l'association effectuerait des vérifications ponctuelles sur la base donc, de justificatifs qui seront à conserver. Les informations qui sont transmises à l'association, donc annuellement, seront soumises à une procédure spécifique de confidentialité qui est prévue dans le cadre de l'agrément de l'association. Et cette procédure réservera l'accès à ces informations au seul personnel dédié de l'association, un personnel qui n'aura pas d'activité de distribution par ailleurs, un personnel permanent. Et la CPR, dans le cadre des dossiers d'agrément qui vont nous être mis, veillera particulièrement à ce qu'une muraille de Chine soit prévue, soit mise en place entre ce personnel de l'association, ce personnel permanent, et les professionnels de l'association qui, par ailleurs, peuvent exercer une activité, des fonctions de distribution, avoir leur propre activité professionnelle. La CPR veillera également à ce que l'outil informatique soit sécurisé et réservé au seul personnel, là encore, dédié au personnel permanent de l'association. Au moment de l'agrément, la CPR examinera les dossiers présentés par l'association et son examen, en fait, portera sur différents critères, la représentativité des associations, avec un délai dans le temps pour atteindre un niveau de représentativité, mais également la qualité et la compétence des dirigeants de l'association, les moyens mis en œuvre par l'association pour assurer au mieux ses missions, moyens humains, moyens informatiques, et enfin l'impartialité et la neutralité dans l'exercice des missions confiées par la loi de l'association. C'est pourquoi, au-delà de la gestion des données dont j'ai parlé à l'instant, le dossier d'agrément prévoit aussi une procédure de prévention et de gestion des conflits d'intérêts pour garantir l'indépendance et l'impartialité des décisions prises par l'association. Donc globalement, l'ensemble du dispositif de l'association sera examiné par la CPR et c'est la CPR qui veillera au bon fonctionnement de ce dispositif dans le cadre notamment du dialogue permanent qui sera instauré entre la CPR et les associations, qui va être mis en place avec des réunions régulières que nous aurons avec chacune des associations. Juste en une seconde sur ce dernier point qui est extrêmement important, c'était une forte demande des professionnels d'instaurer un dialogue permanent en fait, avec la CPR. Parce que la CPR, ce que disaient beaucoup de professionnels, en fait, on ne les connaît pas, ou alors si on les connaît, c'est qu'on a eu un contrôle qui arrive. Donc pas souvent, vous l'avez compris, après ça se passe plus ou moins bien, ça dépend de la ration du contrôle. Mais à partir du moment où on a 40 professionnels, vous ne pouvez pas avoir ce qu'on a avec les associations, avec les assureurs par exemple. Un contrôle permanent, un dialogue permanent. Les associations elles vont permettre ça. Ce sera via l'association parce que vous ne pouvez pas vous multiplier, vous démultiplier dans le dialogue permanent. Donc là, c'est une demande forte des professionnels et c'est ce que vous allez construire ensemble et on tient aussi. Merci Lionel, merci mesdames de la CPR. On va passer la parole à Daisy Fakiliti, secrétaire générale de l'ORIAS, qui va nous expliquer un petit peu l'engagement de l'ORIAS et comment ils vont procéder, parce que brutalement, il va y avoir des discussions un peu plus délicates et difficiles à gérer, j'imagine. On prend les choses de façon très très positive. Je crois qu'il y a quelques slides qui ont été abordés en amont. Bien entendu, du coup, la mission de l'ORIAS ne change pas. Elles sont maintenues. L'ORIAS s'occupant du coup de la capacité professionnelle, par exemple, des dirigeants, celle des salariés, du coup, relève des missions futures des associations. En revanche, du coup, pour l'ORIAS, pour fluidifier le dispositif, donc je vous ai sur le slide, du coup, les propos du président de l'ORIAS sur l'engagement, merci,
sur l'engagement de l'ORIES d'être force de communication auprès des intervenants, parce que par nature, vous êtes déjà tous immatriculés à l'ORIES. Donc l'ORIES, tenant le registre, on a vos coordonnées pour vous informer de la mise en place de cette nouvelle réforme. L'ORIES du coup refond aussi son site internet pour permettre plus de fluidité, plus d'accompagnement, pour digitaliser encore plus nos processus d'inscription et notamment demain l'adhésion, enfin l'information de l'adhésion à une association. Donc Jean-Bernard, merci d'avoir changé le slide. L'ORIES du coup, ce sera également acteur dans la coordination entre les futures associations et le parcours des intermédiaires sur le registre de l'ORIES. Je suis perdue dans mes slides, Jean-Bernard, celle d'après. Non, après. C'est pas grave, c'est à l'envers. Donc bien entendu, du coup, l'ORIES vous met à disposition mettra plutôt à disposition des futures associations des outils de suivi des populations. Dans le décret, du coup, sans vous donner des informations, les associations auront la possibilité d'effectuer des démarches pour compte, pour justement que ce soit le plus transparent possible pour les intermédiaires, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle demande d'inscription au mois d'avril ou lors du prochain renouvellement où effectivement là on s'attend à un stock beaucoup plus important pour le renouvellement 2023. Je me permets, je me lève pour changer la slide. Je pense que l'une des parties qui devrait vous intéresser le plus, je reste debout, c'est un aperçu de la population pour vous donner un ordre d'idée. Donc, comme est indiqué, du coup, on a les courtiers en assurance, les mandataires d'intermédiaires en assurance, avec quelques classes de dérogataires. Et pour les intermédiaires en opération de banque, vous avez des chiffres relativement à jour, donc qui datent d'un mois, donc il n'y a pas eu beaucoup de commissions d'immatriculation. On est sur un périmètre d'à peu près 7000 courtiers, on a 15 000 mandataires, sauf que tous ne sont pas mandatés par des courtiers. Une bonne partie, un peu plus de la moitié du coup, sont mandatés par des courtiers. Donc ce ne sont que les mandataires de courtiers qui devront justifier de cette attestation d'adhésion, de l'adhésion à une association. Parallèle, du coup, pour s'inscrire à l'ORIES, un seul mandat suffit. Donc, je vous invite, si vous êtes déjà immatriculé à l'ORIES, à renseigner l'ensemble des mandats dont vous bénéficiez si vous êtes mandataire d'intermédiaire en opération de banque, afin de nous permettre de déterminer au plus près, du coup, le périmètre de cette réforme. Donc, pour sensibiliser l'ensemble des acteurs, en termes de calendrier, donc on attend effectivement les textes d'application. Il y a l'arrêté relatif au registre unique qui viendra compléter les pièces à fournir dans le cadre de votre inscription ou de votre futur renouvellement. Et donc ne soyez pas étonnés si à la publication des textes, vous recevez un mail de l'ORIES pour vous informer du coup de la publication de ces fameux textes. L'ORIES s'étant engagé à communiquer auprès du plus grand nombre. L'ORIES renouvellera son mailing au moment de l'agrément des associations que nous espérons en masse pour éviter du coup un afflux de mails. Bien évidemment, l'ORIES publiera sur son site internet toutes les adhésions et les coordonnées des associations sans pour autant du coup en indiquer une plutôt qu'une autre. Du coup, l'ORIES devant à une neutralité absolue. Et donc effectivement, 1er avril, si vous choisissez de vous inscrire, et bien du coup, viendra compléter votre parcours d'inscription à l'ORIES de l'adhésion à une des associations. Donc si vous souhaitez arriver le 1er avril, essayez d'aller toquer à la porte d'une association en amont, puisque du coup, ce sera l'une des conditions, comme la RC Pro pour un courtier, du coup, pas de RC Pro, pas d'inscription. 1er avril, pas d'attestation d'adhésion, pas d'inscription. Pour les nouveaux et bien entendu, si aujourd'hui vous êtes mandataire et que demain vous souhaitez exercer une activité de courtier, donc votre activité de mandataire est hors scope, donc on n'en parle pas. En revanche, pour l'activité de courtier, du coup, là, il faudra effectivement, même si vous êtes déjà oriacé, pour reprendre un terme usuel, il faudra quand même justifier d'une adhésion pour cette inscription qu'on va dire complémentaire, mais qui elle est dans le périmètre de la réforme. Et pour le reste, si rien ne change, eh bien, on se retrouvera au renouvellement 2023, dans le cadre de votre renouvellement, qui débute effectivement souvent à la mi-décembre et qui court jusqu'au 28 février. Il faudra justifier de cette attestation d'adhésion. Si tel n'est pas le cas, la commission d'immatriculation suivante, eh bien, malheureusement, prendra une décision de suppression ou de radiation. On espère du coup le plus petite possible, mais voilà. Merci Daisy, merci Madame la députée, merci Monsieur Decor, merci Madame Flore-Gabriel, merci Madame. Cette conférence est terminée. Par contre, j'imagine que vous avez peut-être des questions. Donc c'est moi qui vais passer avec le micro pour vous le présenter. Pour ceux qui ont des questions, je vais ouvrir le bal parce que j'ai une question.
Je ne sais pas qui va répondre. La CPR peut-être, Lionel peut-être, Valéria peut-être. J'ai entendu parler pendant les discussions d'un pouvoir de sanction qui serait accordé aux associations. Qu'en est-il? Est-ce exact? N'est-ce pas exact? C'est une question qui nous a souvent été posée. Donc, Lionel, vous, madame Lévy. Merci. Je démarre, mais je laisserai M. Corp compléter évidemment. Il n'y a pas d'obligation de contrôle ni d'obligation de sanction de la part de l'association, en tout cas dans la genèse du texte, parce que la directive DDA ne permet pas, contrairement au CIF, de déléguer le pouvoir de contrôle de la CPR aux associations. Maintenant, il y a un règlement intérieur, des règles du jeu à l'intérieur de l'association qui sont en train d'être élaborées et suite au texte d'application vont être élaborées entre les associations et la CPR. Et donc, par définition, tout, résiliation d'un contrat entre le professionnel et l'association est considérée comme sanction puisque l'ORIAS devra être informé dans les 30 jours et dans les 3 mois, le professionnel devra adhérer. Donc, de fait, il y a une sanction sans que ce soit une sanction liée au type d'activité, mais bien à la relation que le professionnel a entre lui et l'association avec les obligations qu'il doit remplir, c'est-à-dire fournir des justificatifs et faire des déclarations de manière régulière et qu'il y ait une adéquation entre les exigences, par exemple, en termes de qualité de formation et la formation réellement effectuée. Mais je laisse M. Corp encore compléter. Merci. Moi, je ne parle même pas de sanctions parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on soit extrêmement clair sur le fait que ces associations n'auront pas de pouvoir. Ils n'auront pas de pouvoir de contrôle. La directive nous l'interdit, donc ça clôt le débat. De toute façon, quand même, on aurait pu être tenté. Et de toute façon, ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'était de s'appuyer plutôt sur l'expérience d'accompagnement. Et c'est quand même très différent. Ça veut dire que si on constate que, en faisant les vérifications ou sur la base des déclarations, eh bien, c'est pas conforme à ce que devrait appliquer le professionnel, derrière, ce qui se met en place, c'est pas une procédure de sanction, c'est l'accompagnement. C'est dire, là, regarde, là, tu as un problème, là, ça correspond pas à ton activité. On lui donne des conseils pour qu'il se mette en conformité et il n'y a pas de sanction. En revanche, oui, il y a des réguleuses dans l'association. Si le professionnel, quand on lui demande ses déclarations annuelles, il dit non, franchement, quand j'aurai le temps et vous reviendrez plus tard, ça c'est un problème. L'association ne peut pas fonctionner si les adhérents ne payent pas leurs cotisations, par exemple. Voilà. Donc là, comme dans toute association, l'association aura un pouvoir disciplinaire, juste simplement pour le respect de ses règles de jeu. C'est pas une sanction, simplement, si à un moment on ne respecte pas les règles de l'association, eh bien, on n'est pas renouvelé ou on sort de l'association. Voilà. Donc il y a vraiment deux mondes. La sanction, ça restera le domaine de la CPR, le domaine unique de la CPR et de la justice, le cas échéant, pour des professionnels qui n'appliqueraient pas la réglementation qui existe déjà en matière de respect du droit de la consommation, du respect des pratiques commerciales et du code des assurances en général. Donc, j'ai ouvert le bal des questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Bonjour, Bérangère Dubu, je suis la secrétaire générale de l'UIC, qui est le premier syndicat professionnel des courtiers qui a été créé en 2019. Merci pour ces explications sur l'origine de la réforme qui était passionnante. Et pourtant, au nom de mes confrères, dont beaucoup d'indépendants, les principales problématiques de notre métier n'ont pas été pour nous relevées. J'ai entendu qu'il y avait un besoin d'organisation, d'obligation, que les courtiers devaient connaître leurs obligations et de protéger le consommateur. Et je crois qu'on est tous d'accord. Après, on a beaucoup parlé des obligations des courtiers, mais pas de leurs droits. Depuis 2 ans, je crois que je vous ai écrit, Madame la députée, Monsieur Corp, je crois que j'ai écrit à tout le monde au nom de l'UIC pour demander quels sont nos droits. Le premier droit, c'est celui d'exercer librement notre métier, qui nous est refusé par certaines banques. Et ça, c'est important. La seconde question que j'aurais, c'est la protection du consommateur, et c'est également important, parce qu'un consommateur protégé est un consommateur qui est libre. Et un consommateur libre, c'est un consommateur qui a le droit de mandater un courtier librement. Donc par rapport à toutes ces questions, j'entends le besoin de protection, de contrôle, d'obligation, de formation, et c'est nécessaire, sûrement qu'on était parfois isolés, puisque je suis moi-même une indépendante, mais qu'on représente 70% de la profession, les indépendants,
Il n'y a pas que les gros franchisés nationaux. Et moi, ce que j'entends sur le terrain de tous mes adhérents, et j'ai des milliers de lettres à vous donner, c'est aujourd'hui comment nous garantir une égalité de droits et de traitement face aux obligations auxquelles nous allons nous soumettre avec bien sûr plaisir. Merci beaucoup. Alors avec plaisir, ça, vous nous direz. Alors il faut bien séparer les sujets, et on a tous ces sujets en tête. Il y a des sujets d'obligation professionnelle, de protection du consommateur. C'est là-dessus qu'on va travailler avec l'association, encore une fois, sur des réglementations qui existent déjà. On n'a rien inventé en la matière. Il n'y a rien de nouveau par rapport au texte européen et aux derniers textes en la matière. Le grand sujet que vous évoquez, c'est le sujet de la relation avec les banques, notamment, côté crédit, auquel vous êtes confrontés, beaucoup de professionnels, effectivement. Alors, côté assurance, c'est pas mon domaine à moi, mais j'ai des collègues juste à côté. Donc, c'est la compétence au Trésor. Et puis, c'est des sujets qui sont remontés aussi à la CPR. Le gros du sujet, bien souvent, c'est un sujet de droit de la concurrence. Donc, le droit de la concurrence, en fait, ça appelle à l'autorité de la concurrence et plus généralement au corpus de droit de l'assurance. Il y a des protections en la matière. Et donc, le débat, il doit être bien porté en matière de droit de la concurrence lorsqu'il y a effectivement un sujet de droit de la concurrence. Après, s'il y a un sujet qui va toucher au statut du courtier qui ne serait pas respecté ou autre, il peut y avoir des choses qui peuvent tomber dans la sphère de la CPR ou autre, mais bien souvent, le problème tel qu'il nous est remonté, c'est plutôt un sujet de concurrence. Donc, aujourd'hui, il y a des recours, aujourd'hui, il y a des lois qui s'appliquent en la matière, et donc il y a un sujet de les faire appliquer. Après, il y a des questions de l'évolution du droit, mais là, je laisse plutôt la parole à Madame la députée, comme il se doit. Merci beaucoup. Effectivement, on a reçu un certain nombre de commentaires et un certain nombre de demandes pendant l'étude de la réforme du courtage. Et je pense avoir répondu à l'ensemble des sollicitations. Effectivement, la réforme de courtage ne concernait pas les droits des professionnels en termes de relations avec les courtiers, avec les banques pour vous et pour l'assurance et avec les assureurs côté assurance, parce que les problématiques existent un petit peu partout. Parce que là, on toucherait effectivement soit au droit de la concurrence préexistant, soit au statut du courtier. Là, il faut commencer à étudier la question. Il faut faire l'étude de ce qui ne va pas sur le marché. Ça ne concerne absolument pas la réforme du courtage, de l'auto-contrôle, de l'auto-évaluation du courtage qui passe par les associations professionnelles. Une meilleure organisation pourrait potentiellement vous aider à communiquer entre vous et vous permettre de solliciter, en tout cas de remonter au milieu du terrain les difficultés rencontrées. Effectivement, la problématique existe, je ne la nie pas, il faut la travailler dessus, mais ce n'est pas la réforme du courtage qui aurait permis d'améliorer la situation, puisqu'on touchait vraiment à autre chose et pas au statut et au poids de ce statut vis-à-vis de ceux qui détiennent les lignes de crédit ou les lignes d'assurance. Donc, vous avez raison de soulever le débat. Comme le disait M. Corr il y a un instant, il y a une partie qui va être relevée par le droit de la concurrence, mais il y a une partie sur le statut qui devra être travaillée. Ce n'était pas le lieu dans la réforme du courtage. Et si je peux me permettre, on vous entend pas, Gage. La DGCCRF ne s'occupe pas de la concurrence, elle s'occupe de la fraude, c'est l'autorité de la concurrence qui s'occupe de la concurrence. L'autorité de la concurrence auquel on écrit à beaucoup de gens, tout le monde nous dit qu'on est un petit peu sur un statut mitigé, comme vous le dites, puisqu'on va dépendre de la CPR pour une partie, on va dépendre de l'ORIAS pour l'autre, de la concurrence quand il y a des atteintes, et au final, on n'a aucun recours. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux avoir au moins un engagement de nous orienter vers un interlocuteur fiable qui pourra effectivement avancer sur ces questions? Ça, c'est important, je crois, avoir un interlocuteur, parce que chaque fois que nous écrivons à la CPR, au Trésor, à vous, Madame la députée, on nous dit qu'on ne dépend pas de ces personnes-là. Et on a besoin de savoir de qui on dépend entre le commerce, la concurrence et les organismes de tutelle. Merci, c'était ma dernière question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, avant que vous répondiez, Lionel, je vais juste dire quelque chose pour avoir passé 11 ans à discuter avec les pouvoirs publics pour défendre les intérêts des intermédiaires en opération bancaire. J'ai appris une chose, c'est que c'est toujours step by step. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas mélanger les demandes quand on est sur un sujet, il faut rester sur le sujet et passer au suivant.
et mettre en place le suivant de façon à ce que ça puisse fonctionner. Step by step, c'est une règle absolue avec les pouvoirs publics. Non, je partage, mais après c'est parce que vous êtes une nouvelle structure et que vous n'avez peut-être pas encore l'habitude, mais il y a plusieurs questions et effectivement des interlocuteurs différents. C'est tout, c'est comme ça. La DGCCRF ou la CPR vont aller sur les pratiques commerciales avec une répartition des rôles entre les deux, et d'ailleurs ça fonctionne très bien, ils ne s'envoient pas la balle, et je laisserai l'occasion d'en dire. Quand c'est un sujet de concurrence, il faut le caractériser, c'est un sujet de concurrence, c'est l'autorité de la concurrence, voilà. Nous, on pose des règles au Parlement, quand c'est une règle de nature législative, quand c'est du réglementaire, pour préparer des projets de loi, c'est de notre côté, mais enfin, nous, on n'a pas de pouvoir de faire appliquer, encore une fois, la réglementation, ce sont les services compétents. Voilà. Donc, selon la question, vous avez effectivement, et c'est normal, un interlocuteur différent, et quand c'est encore une fois un sujet réglementaire, que ce soit pour réfléchir à l'évolution de droit de concurrence, je pense qu'il y a un sujet, comme le disait Madame la députée, l'évolution des statuts, sur lequel on réfléchit, pour essayer de voir s'il n'y a pas des choses à simplifier. Côté assurance, par exemple, on a vu des nouvelles activités, comme le courtage grossesse se développer, qui pose la question de savoir est-ce qu'on est encore mandataire du client, mandataire... Voilà, ça c'est des vraies questions, et c'est des questions d'avenir, parce que notre rôle à nous, que ce soit au Trésor, que ce soit au Parlement, c'est de faire évoluer des règles. Dans le cas de faire appliquer les règles, il y a des autorités dont c'est le rôle, et puis la justice, si derrière des autorités administratives d'ailleurs, en recours des décisions des autorités administratives. Voilà. Merci Lionel. Est-ce que parmi vous il y a une autre question? Oui, avec plaisir. Bonjour, je vais m'adresser directement à la CPR. Je vais noter 3 points importants: la muraille de Chine, la séparation et la sécurité informatique, et surtout les conflits d'intérêts. Dès lors que vous allez agréer des associations, comment allez-vous contrôler pratico-pratique sur le terrain que ces 3 items sont bien respectés? Si vous le souhaitez, vous devriez demander aux adhérents ce qu'ils en pensent actuellement de la sécurité informatique, du conflit d'intérêts de certaines personnes dans les associations, et surtout de la muraille de Chine que certains considèrent tout à fait poreuse. Je pourrais vous en parler en détail. Merci. Alors là-dessus, il y a les associations, enfin, on va direct dans une phase d'agrément, ce qui a été dit. Donc c'est vrai qu'on va aller regarder, c'est des nouvelles structures aussi. Enfin, on ne regarde pas la manière de s'organiser ou ce genre de choses-là. Donc on est sur des nouvelles structures qui doivent respecter des nouvelles règles. Donc, sur base de cet agrément, de ces documents qui vont nous être transmis, on va regarder, c'est vrai qu'il y a ces différents aspects, ces 3 aspects qui sont assez clés, que ce soit en termes de vérification des personnels dédiés, les systèmes d'information, ça va être les droits d'accès, ce genre de choses-là, regarder comment ça se passe. Et sur là c'est vraiment, on est sur la circulation d'informations, parce que, enfin, voilà, très concrètement, l'idée, on est d'éviter des cas hypothétiques, je ne sais rien, mais en tout cas, des cas où on serait sur, tiens, on va aller viser un tel pour aller l'embêter, mais vraiment, c'est dans cette ligne, en tout cas, c'est la logique qu'on a. Donc, il y aura un certain nombre de procédures qui vont être mises en place, des procédures de vérification, sur des critères objectifs. Des critères, que ce soit, par exemple, des dates d'entrée dans l'association, où on va aller regarder tel type d'activité en premier. Voilà, donc ça, on va regarder l'objectivité dans ces procédures de vérification. Et puis après, donc là, c'est sur ce point-là. Et sur les conflits d'intérêts, il y a également les enjeux. C'est vrai qu'on est sur des thématiques où, par exemple, il peut y avoir de l'offre de formation. C'est vrai que comme il y a à la fois de l'offre de formation et de la vérification, on va aller regarder que ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes. Là, on est sur ces sujets-là. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder dans le dossier d'agrément. Bien entendu, il y a beaucoup de choses qui vont être... Enfin, c'est de la même manière, si c'est sur le papier. Après, on regardera... je pense qu'on n'est pas non plus... Enfin, je répète un peu la phrase qu'on va y aller aussi, step by step. Donc l'idée, c'est pas d'arriver dès le 1er avril 2022 en disant c'est bon, on va tout contrôler. Je pense qu'il faut aussi le temps que les associations
fonctionne. On est aussi sur un mécanisme de confiance. Et également aussi parce que c'est un relais de discussion. Donc, il y aura également, ce qui est prévu également dans les textes, tous les ans, il y a un rapport annuel qui va devoir nous être transmis sur ces modalités de vérification, comment c'est organisé, donc c'est des choses qu'on va regarder. Et bien entendu, au bout d'un moment, on se donnera le droit d'aller regarder sur place comment ça se passe effectivement. Avez-vous envisagé de demander aux adhérents, ou à certains adhérents, de vous remonter l'information? Puisque aujourd'hui, vous êtes, entre guillemets, myope, dans le sens où vous êtes uniquement en contact avec l'association et les dirigeants de l'association, secrétaire général, président, qui eux vous chantent une certaine musique. Et la réalité terrain, pratico-pratique tous les jours, ce sont les adhérents qui la connaissent. Et vous devriez, si je peux me permettre, les anglo-saxons le font très bien, faire une demande de feedback terrain, service qualité, à certains adhérents. Vous verrez qu'il y a une distorsion entre ce que vous percevez dans le papier qu'on vous a écrit et la réalité pratique. Et je peux vous donner d'autres exemples. Si je peux, je vais me permettre une réponse très rapide. Enfin, quand on parle de contrôle, il y a différents moyens de contrôle. Après, on n'est pas du tout dans une optique d'aller demander à tout le monde, parce qu'il y a aussi les 100 moyens dont on parlait. Après, le pouvoir de contrôle, c'est par tout moyen est possible. Bien, merci, on a dépassé le temps. Et puis, grande dame de Lionel, je vous dis à demain. Je plaisante. Et voilà, donc je vous remercie tous. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en dernier? Madame la députée, c'est vous, après c'est le gouvernement, c'est ça? On se dit au revoir puisqu'on se retrouve demain et pour rejouer la même scène. Mais en l'occurrence, plus globalement, c'est une réforme positive qui va être mise en place en souplesse, qui permettra une meilleure organisation de terrain. Ça ne résout évidemment pas tous les problèmes, mais comme vous l'avez dit, step by step, on commence à essayer déjà de régler les difficultés préexistantes, c'est-à-dire l'application de la réglementation en place et le respect de la protection du consommateur. Après, on pourra travailler sur des sujets suivants, mais pour l'instant, on essaie déjà de mener jusqu'au bout cette réforme du portage. Merci.